d'être avec nous encore une fois, parce qu'aujourd'hui, vous allez essayer de répondre aux préoccupations de certains auditeurs à propos de l'émission que nous avons réalisée sur la jeunesse de l'État indépendant du Congo et sur la gestion de ses frontières. Nous allons commencer par Monsieur Jean-Louis Akaluko, assistant du département des relations internationales de l'Université de Kisangani dans la province de la Chopo. Il écrit ceci, je cite, « Je suis très heureux pour votre émission, surtout la partie avant la colonisation où les accords ont été signés entre 14 puissances, l'Empire turc et les États-Unis aussi, pour une gestion consensuelle et concertée de notre pays. Mais à quand la fin de ces accords pour que ces puissances nous laissent libres dans cette zone de commerce international ?» Il ajoute encore cette question. Professeur Louis Kaloubi, est-ce que nous sommes vraiment indépendants, c'est-à-dire sans les interférences de ces puissances dans la gestion de notre pays et nos ressources naturelles, entre parenthèses, sur le plan politique, économique, sécuritaire et socio-culturel? Monsieur Jean-Louis, bonjour. J'ai reçu vos questions. D'abord, je suis heureux que vous puissiez réagir et je suis dans l'obligation de vous rappeler que la question que vous posez, vous commencez par dire la partie avant la colonisation. C'est pour vous dire que le Congo, notre pays, n'est pas né comme une colonie. Donc on ne peut pas parler des parties avant la colonisation. On peut parler des parties avant la création et l'existence de l'État congolais, parce que l'État congolais est né comme un État indépendant et souverain, membre des concerts des nations de l'époque qu'on appelle aujourd'hui les Nations Unies. Donc c'est assez important de rappeler qu'il n'y a pas une période avant la colonisation. L'autre préoccupation que vous voulez savoir, c'est que les accords signés, tous les accords diplomatiques signés à l'époque par le gouvernement successif qui ont eu lieu. D'abord, celui qui agit comme chef de l'État, c'est le colonel Stroch, qui a fait 2 mois et 7 jours avant que Léopold II lui-même, autorisé par le Parlement belge, ne prenne la direction de l'État. Donc tous ces accords diplomatiques signés en cours, je vous assure, jusqu'aujourd'hui. Même les droits de préemption de la France courent encore jusqu'aujourd'hui, parce qu'au 30 juin 1960, les Congolais n'ont pas mis l'accent sur ces accords pour les revisiter. Et donc, ce qui fait que les accords sont valables, à telle enseigne que même les accords de frontières, fixés avec les 4 puissances, existent encore aujourd'hui, parce que les anciennes colonies qui existaient, étant devenues des États indépendants, ils ont ipso facto reconnu le même texte diplomatique sur les frontières de notre État. Ça, c'est pour l'aspect des accords intérieurs. Maintenant, vous voulez savoir si le Congo est réellement indépendant. Ici, il faut que vous sachiez que notre pays est né comme membre des concerts des nations. Il a régné pendant une période qu'on a appelée période de l'État indépendant du Congo. C'est une monarchie absolue, gérée par Léopold II lui-même. Et pourtant, le Congo est né comme une république sous la gestion du colonel Stroch pendant 2 mois et 7 jours. Mais voilà qu'après des contestations de puissance de Berlin, Léopold II finit par céder parce que ces puissances ont souhaité confier le Congo à un État neutre, notamment à la Belgique. La Belgique, en acceptant le Congo, il a accepté un État qui avait ses frontières. Parce que pour que l'État soit, il faut qu'il y ait des frontières délimitées. Il faut qu'il y ait une population vivant dans l'espace délimité. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Tout cela a existé avant. Et puis, le Congo est né comme un État qui est membre du Concert des Nations, autrement dit, comme acteur majeur des relations internationales. Mais ce voilà, à partir de 1908, le Congo perd cet aspect des relations internationales qui est confié à l'État belge. Articles 27 et 28 de la loi du 18 octobre 1908, que vous appelez communément Charte coloniale. Et l'article 1er de cette loi laisse la souveraineté interne à l'État congolais. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de 1908, le Congo, dans le sens juridique du terme, n'est pas une colonie classique. C'est une union réelle avec la Belgique. Cette union réelle fait que le Congo, c'est un État fédéré avec la Belgique. Mais on se posait la question, comment on va appeler le ministre qui va gérer ce Congo? À ce moment-là, le plénipotentiaire qui voulait
que le Congo soit une colonie se sont référés à l'article 1er de la Constitution belge qui était révisée en 1893. L'article 1er disait que tous les territoires que nous aurons en dehors de la métropole seront appelés soit colonie, soit mandat, soit protectorat. Et voilà qu'ils ont opté pour l'appellation colonie. Mais c'est ce qui crée une confusion réelle, qui sera d'ailleurs reconnue plus tard et supprimée par le roi Baudouin par son arrêté du 18 août 1958. Il supprime l'appellation colonie et restitue ce que le Parlement belge avait déjà choisi, Congo belge. Donc le ministre qui gère le Congo après 1958 va s'appeler ministre du Congo belge et non plus ministre de colonie. Voilà, les choses sont faites jusque-là. Maintenant, sommes-nous réellement indépendants? Oui, parce que les Belges ont géré à notre nom. Tous les textes diplomatiques sont signés. Et les Congolais venaient d'arriver. Il fallait choisir parmi les Congolais quelqu'un qui était capable. En tête, nous avons Kasavubu. Mais Kasavubu, vous savez que les Belges ne voulaient pas partir pour mieux continuer à régner. Une partie qui était du côté du général Yansens ont voulu que le Congo reste sous la direction de Belges. Ils ont créé comme des troubles internes que vous connaissez, qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui parce que diviser pour régner, c'est la loi qui a été instaurée au Congo. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que le Congolais, nous sommes réellement indépendants. La deuxième indépendance, c'est celle qu'on a eue le 30 juin 1960, quand nous-mêmes, autochtones du Congo, accédons à la gestion de cet État. Voici plus de 61 ans. Donc nous sommes là, réellement indépendants. Tout dépend de nous. Qu'est-ce que nous avons comme culture? Qu'est-ce que nous avons comme le fond sur le plan politique? Qu'est-ce que nous avons dans notre réflexion, dans notre mentalité, dans notre entendement de la politique? C'est cela qui nous crée un problème. Nous sommes un peuple divisé, certes, mais nous sommes un peuple réellement souverain. Nous devons confirmer que nous sommes réellement souverains. Professeur, quand vous parlez de la fixation de nos frontières par grande puissance, il s'agit de quelle puissance? D'abord, il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne, le 8 novembre, a signé des accords avec le Congo concernant le Rwanda, Burundi et le Tanganyika. Le Tanganyika en 1964, il est devenu Tanzanie. Le Rwanda, Burundi a été divisé en deux États, l'État de Burundi et du Rwanda. Les accords pour ces trois États ont été signés avec l'Allemagne. Le 16 décembre 1884 encore, il y a eu des accords avec la Grande-Bretagne. Ils seront redessinés au cours des années qui vont suivre. Même des contestations réelles. S'agissant de la Rhodésie du Nord, devenue la Zambie aujourd'hui, s'agissant de l'Ouganda et du Soudan qui était sous le contrôle des Turcs, confiés à l'Égypte plus tard. Donc, 3 États pour la Grande-Bretagne. Et ensuite, le 5 février 1885, les accords ont été signés avec la France concernant la partie du territoire connu aujourd'hui sous le nom de République du Congo et République centrafricaine. Et ces deux territoires ont posé aussi beaucoup de problèmes de rectification des frontières à plusieurs reprises, mais les accords ont été signés avec la France, 3e État. Enfin, le 4e État, c'est le Portugal, concernant l'Angola. Et le territoire congolais, en effet, s'arrêtait à Songololo. Mais les puissances qui ont signé l'accord de reconnaissance souhaitaient qu'il y ait une porte d'entrée, une porte de sortie. En négociant avec le Portugal, il a accepté finalement de diviser son territoire de l'Angola en deux pour que nous puissions passer. La partie du nord, c'est connu sous le nom de Cabinda, et le restant, c'est l'Angola. Donc nous, on a eu environ 35 à 40 kilomètres qui débouchent sur l'océan Atlantique, qui est une porte d'entrée pour le Congo. Et en contrepartie, nous lui avons cédé quelques territoires du Congo. Et les négociations ont duré assez longtemps, jusqu'en 1936, pour rétrocéder encore d'autres éléments de notre territoire. Voilà en grande ligne la question de frontières avec 4 puissances européennes qui géraient le 9 États aujourd'hui. Professeur, quand nous parlons de la genèse de notre pays, et vous insistez que notre État est né, État indépendant du Congo. Alors la petite question que je voulais poser, donc tous ces temps-là, de l'État indépendant du Congo, jusqu'en 1908, où notre État a été cédé à la Belgique, surtout en 1908, où l'État a été géré à la Belgique. Oui, donc tous ceux qui habitaient notre pays avaient la nationalité belge. Non.
à l'époque de l'État indépendant du Congo, nous étions tous des Congolais. Et le décret qui a été signé en 1892 disait que on est Congolais de père et de mère. C'était précis. 1892. Okay. Le texte est précis du décret royal, le Paul II. Pour avoir la nationalité congolaise, on précisait qu'il faut être né de père et de mère congolais. Mais par contre, celui qui veut être naturalisé devrait introduire sa demande. Et cela a fait que quelques Européens à l'époque ont demandé à être naturalisés et sont devenus Congolais parce que Léopold II lui-même, qui n'a jamais mis pied au Congo, était Congolais. Voilà, donc la situation était assez claire et clarifiée. Ce qui fait que quand vous voulez occuper certaines fonctions, vous voulez faire certains travaux au Congo, la naturalisation était très importante. Voilà la question de la nationalité. Professeur, je n'ai pas entendu, peut-être j'étais un peu distrait, la réponse sur la question vous posée par M. Louis Agalouko en ce qui concerne sa préoccupation, c'était si ces accords ne sont pas révisés ou ne peuvent pas être révisés sur la gestion comme quand le pays a été créé comme une zone de commerce international. En effet, le 30 juin, en principe, quand les Congolais prenaient le pays, devaient revisiter tous les accords. Mais les Congolais ne l'ont pas fait. Mais parce qu'il y a eu des perturbations quelques jours après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, les troubles, la sécession katanga. Et vous le dites bien. Ça n'était pas notre préoccupation. Si vous regardez très bien, nous avons eu 2 grandes conférences. La conférence de table ronde politique a fait le plein. La conférence de table ronde économique a fait piètre figure. Combien de Congolais étaient là? Presque pas. Alors imaginez à ce qui est de l'international. Quels sont les Congolais qui étaient préparés pour gérer l'international? Ils sont rares. Même aujourd'hui, l'international n'est pas très bien comprise. Parce que nous avons appris que le Congolais croit que la diplomatie congolaise a commencé le 30 juin 1960. Ce qui est faux et archi faux. L'État congolais n'est pas né le 30 juin 1960. L'État congolais est né officiellement le 23 février 1885 comme acteur majeur des relations internationales. Donc le Congo est dans les relations internationales dès sa naissance, comme un acteur majeur. Vous avez la preuve que vous vivez maintenant la guerre de l'Est. C'est la conséquence de non-respect de ces accords de cette époque-là. Si vous pouvez faire la relecture de tous les accords, d'où la nécessité, comme on dit là-bas, de revoir les accords. Beaucoup d'accords ont été des reconductions tacites jusqu'à ce jour. Vous pouvez aller au Parlement, vous demandez est-ce que je peux avoir la liste de tous les accords antérieurs? Vous n'en avez pas. Vous vous souviendrez que lorsque il y a eu le gouvernement d'Afdel, Bizi Makara était aux affaires étrangères. Il a brûlé une bonne partie de tous les documents qui concernent les affaires étrangères. Pourquoi? Il faut effacer les traces pour recommencer à zéro et désintéresser les Congolais de tout ce qui touche les aspects internationaux. Donc, vous voyez que nous ne sommes même pas conscients. Qui a essayé aux affaires étrangères de reconstituer tous ces documents qui ont été détruits? Personne. Donc, nous n'avons pas une vision et concerne la politique internationale. Les Congolais ne regardent que ce qui est sous ses yeux, la politique intérieure, point. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on a créé à Lubumbashi la section qui concerne la politique internationale, cela existait déjà à l'IPEN, au département de l'histoire, parce que l'histoire faisait l'histoire des relations internationales. C'est ce qui a fait que le département d'histoire de l'IPEN est en avance par rapport aux relations internationales créées à partir de Lubumbashi en 1974. Donc il y a un effort à faire pour revenir sur cette affaire des relations internationales. Les Congolais doivent être formés pour comprendre tous ces aspects des choses. Mais je peux vous dire qu'à l'indépendance, les Congolais, tout ce qui touchait l'international, ils étaient absents. Alors, professeur, vous êtes expert en histoire des relations internationales, mais nous savons qu'il y a eu des gros efforts qui ont été fournis et accomplis pour l'organisation de la conférence nationale souveraine. En ce moment-là, l'UDPS était à la tête pour réclamer l'organisation de cette conférence nationale souveraine. Mais les travaux de la conférence nationale souveraine sont quand même d'une grande importance, peuvent être considérés comme des pistes. Oui, la conférence nationale souveraine n'a pas fait l'inventaire de tous les accords et traités. C'est ce qui est un problème. Or, l'ancien Parlement, là où il était, en ville, c'est là où se trouve le palais présidentiel. Les archives de l'ancien Parlement sont sous le bureau du chef de l'État. On ne peut plus y accéder. Et quand on a déplacé le Parlement, le palais du peuple, là où il est maintenant,
Eh bien, les archives sont restées là-bas, consignées. Le Parlement qui se trouve de l'autre côté de Lingouala n'a pas demandé la rétrocession de tous ces documents pour qu'ils viennent là où ils sont. Ce qui fait que nous qui faisons des recherches, quand on arrive là-bas, on ne peut plus accéder à ces documents du début de l'année, c'est-à-dire vers les années 60. Tout est perdu et enfermé dans les caves de bureau du chef de l'État, là où il est maintenant, où c'était anciennement le Parlement congolais. Donc nous avons un problème sérieux à ce niveau-là. Donc il faut tout revisiter, tout réinventer, à moins que les autorités acceptent que les chercheurs puissent pénétrer ces lieux et faire la recherche, ou alors qu'on accepte de transférer les archives du Parlement vers le Palais du Peuple actuellement, et ça nous permettrait alors de faire des travaux de fond. Qui pourrait entreprendre toutes ces démarches, de placer les archives qui sont au Palais de la Nation pour le Palais du Peuple? Est-ce que ce sont des associations ou vous, les experts? Tout dépend du gouvernement. Le gouvernement est là. Quand nous parlons comme ça, le gouvernement nous suit, parle. S'ils ont besoin d'experts, nous sommes toujours présents, nous sommes là. Ils savent où nous trouvons. Mais vous savez ce qui se passe chez nous. Très souvent, les experts sont laissés pour compte et chacun prend son évêque, son frère, son cousin, il met à la place. Et le travail n'est pas fait comme il se devait, mais la faute est à nous. Nous devons revisiter toutes ces choses, repenser l'existence politique de notre pays. Professeur, vous en tant qu'expert en histoire des relations internationales, il y a quand même un espoir pour que ces pays puissent faire de sa population une population active qui participe à son développement, à sa croissance. Mais en fait, j'ai toujours dit ceci. La culture que les Belges nous ont léguée, c'est une culture qui est bonne, certes, mais qu'il faut repenser. Aujourd'hui, l'homme congolais doit être redéfini. Nous sommes presque conditionnés par ce passé belge qui ne nous permet pas de nous développer d'une manière correcte. La culture que les Belges ont laissée chez nous fait de nous des éternels enfants. Parce que c'est une politique paternaliste. Les Congolais des éternels enfants. Et les Belges, éternels pater. Donc, ce qui fait que nous, qui avons connu les Belges, quand nous formons nos étudiants, nos enfants, nous les prenons toujours comme des bébés. Et l'enseignement qu'on donne ne s'est pas bien compris et les gens comprennent parfois comme les enfants. Cela n'empêche qu'il y a des exceptions qui peuvent émerger, qu'il y a des exceptions qui peuvent dire le contraire de ce que nous avons fait. C'est ce qui se passe réellement. Par-ci, par-là, on voit parmi nos anciens étudiants des gens qui émergent personnellement dans les recherches, qui évoluent. Je vois ici les recherches qui ont été faites à Lubumbashi par le professeur Banzamalale, qui a eu beaucoup de difficultés à faire passer ses idées. Il y a les recherches que nous-mêmes nous avons faites ici pour essayer de démontrer l'existence de ce document diplomatique d'ailleurs et l'existence de l'État congolais comme acteur majeur des relations internationales. Mais les Congolais continuent à fêter les 61 ans de l'accession des Congolais à l'indépendance comme si l'État congolais est né le 30 juin 1960. Ce qui est réellement faux parce qu'il faut revenir à la source pour étudier tous ces faits et surtout revoir les manuels qui sont enseignés à l'école secondaire, à l'école primaire. Et qui peut le faire? C'est le gouvernement. À travers les ministres, chaque ministre, à son tour, peut revisiter. À l'époque, j'ai vu le ministre Macaire pour lui exposer l'état. Il m'a dit, mais c'est trop tard, professeur. Nous avons déjà imprimé des livres pour faire voir que la conférence de Berlin a partagé l'Afrique, ce qui est faux et archi faux. La conférence de Berlin n'a pas partagé l'Afrique parce que l'objectif de la conférence de Berlin, c'était d'ouvrir le marché international que le Congo. Et voilà, et ouvrir les voies de navigation et empêcher qu'il y ait des bagarres autour du Congo. Et c'était ça l'essentiel de la conférence de Berlin à travers leur plateforme, leur charte de 38 articles qui existent, n'importe qui peut les lire. Il verra le fond, la pensée de l'époque. Est-ce que ça a beaucoup changé? Non. Quand on va faire la charte coloniale, comme on l'appelle, qui est la loi fondamentale du Congo, à partir de 1908, il y a aussi 38 articles qu'on peut revisiter. Lisez-le, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, qu'il n'y a pas eu beaucoup de ruptures. Sauf en politique étrangère, bien sûr. Sauf dans la gestion, bien sûr. Mais les Congolais n'étaient pas encore majeurs parce que les Congolais étaient considérés à partir de 1908 comme sujets belges. Non comme citoyen belge. Et qui pouvait devenir citoyen? C'est celui qui avait la carte de mérite civique parce qu'il pouvait avoir les réflexes de blanc. Être comme un blanc, on fait des visites, on examine sa maison, son lit, ce qu'il mange, et on lui confie cette carte-là de mérite civique pour dire vous avez le même niveau qu'un blanc, on peut vous donner certaines fonctions. Voilà, à peu près. Donc, les évoluer. Les évoluer.
Professeur, merci. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter à notre entretien d'aujourd'hui. Il y a peut-être parmi les gens, vous m'avez dit que quelqu'un avait posé la question sur le premier président. De Winston. Non, celui-là, c'était un gouverneur. Il était administrateur général qui sera remplacé par Winston, là dont il parle. C'est un Anglais. Il y avait des problèmes avec Stanley. La puissance ne voulait pas de Stanley, surtout la France. Il fallait prendre un autre Anglais. C'est celui-là qui fut gouverneur, dont les sièges étaient à Vivi, puis à Boma. Et plus tard, il sera remplacé par le gouverneur Janssens. Donc, ça va évoluer. Les Anglais vont partir et les Belges vont prendre la place. Il était gouverneur et non chef de l'État. Oui. Et en ce moment-là, le chef de l'État, c'est toujours... Nous avions deux gouvernements. À ce moment-là, on avait deux gouvernements. On avait un gouvernement à Bruxelles, c'est le gouvernement central. Et puis nous avions encore un gouvernement local qui était au Congo. Donc celui qui gérait les Congos au départ, c'était l'administrateur général qui deviendra gouverneur général. Et puis dans les provinces, quand on va les créer, ça sera des gouverneurs ou des vice-gouverneurs, comme on les appelait par moment. Donc, celui de Winston n'était pas chef de l'État, il était gouverneur. Professeur, juste une petite question là, parce qu'on en parle un peu beaucoup. On sent aussi que ces pays-là interviennent souvent lorsque nous avons de petits problèmes. Les droits de préemption par la France, ça signifie quoi ? Et pour quelle intention? Au départ, Léopold II avait besoin de soutien de la France, surtout avec les secousses des Portugais. Et n'oubliez pas que la ville de Leopoldville était sous le contrôle de la France. Et le commandant Malamine était ici comme commandant français qui gérait la partie d'Intamo ici de Leopoldville. Plus tard, après négociation, il fallait céder la rive gauche et le Français devait regagner la rive droite. Mais pour avoir une sortie, la France avait besoin de la France pour l'appuyer parce que Pointe-Noire, Kouilou-Niari nous appartenait, était à nous. En compensation du soutien de la France, on lui a donné Pointe-Noire et Kouilou-Niari. Et finalement, on a dit ceci, on vous donne le droit de préemption, qui est parfois dit droit de préférence. Dans le cas où Léopold II n'arrive pas à gérer l'État qu'il est en train de créer, vous serez le premier État à être intéressé. Et chaque fois, quand la Belgique a repris le Congo en 1908, la France a rappelé.